Il y aura bien un cimetière, mais il y aura aussi un terrain de sport et une aire de jeu. C'est la réponse apportée par le préfet aux habitants de la cité Arc-en-Ciel à Remire-Montjoly. Martin Gégère s'est rendu sur place ce matin. Encore trop d'armes en circulation sur notre territoire, devenu même central sur le marché régional. Le procureur de la République a tenu cet après-midi une conférence de presse pour revenir sur les récents faits divers et tirer des conclusions. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, les actions sont nombreuses aujourd'hui partout en France pour commémorer l'abolition de l'esclavage. François Hollande a présidé ce matin la 11e journée nationale de mémoire à Paris. Le révérend Jesse Jackson y était. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. Avant de développer votre journal, cette information concernant la 4G, l'ARCEP vient de publier la liste des opérateurs candidats aux nouvelles fréquences. Au nombre de 6 pour la Guyane, Dauphin Télécom, Digicel, Guyacom, Orange, Caraïbes, SFR et enfin l'opérateur Free Mobile qui pourrait donc bien faire son entrée sur le marché mobile guyanais d'ici la fin de l'année. Je vous le disais en titre, le préfet était à la cité Arc-en-Ciel à Remire-Montjoly ce matin. Martin Gégère a joué les médiateurs dans le conflit qui oppose les habitants au maire de la commune au sujet de l'emplacement du futur cimetière. Un dossier tendu sur lequel le préfet a apporté quelques réponses pour calmer les tensions. Mia Pierre. Même si on mettait 2 ans à faire cet équipement, je veux dire, les gens peuvent continuer à jouer au foot ici. On n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans le truc... On a le temps, on peut faire les choses bien et on peut le faire ensemble. Ce sont les paroles du préfet Martin Gégère en visite ce mardi à la cité Arc-en-Ciel de Remire-Montjoly. Le préfet endosse le rôle de médiateur entre le maire et les habitants de la cité. Des habitants qui craignaient de voir disparaître leur terrain de football au profit d'un cimetière paysager. Les choses sont assez simples finalement. Il y a un cimetière qui respecte pour le moment l'emplacement du terrain de football. Et ce cimetière, il peut fonctionner pendant 2 ou 3 ans sans qu'on ait besoin de toucher au terrain de football. Donc il faut arrêter de dire qu'on va supprimer le terrain de football du jour au lendemain. Et puis il y a le terrain que nous venons de visiter qui peut devenir un très beau terrain de sport avec une maison de quartier qui permettra les activités des jeunes et des moins jeunes. Et cet ensemble de bâtiments, il va se faire dans l'année, je pense, j'en suis quasiment sûr. Il faut simplement que nous vérifions un certain nombre de choses, d'autorisation, de vérifier les écoulements pour ne pas inonder les terrains qui sont en dessous. Et puis une fois que c'est fait, le maire aura les moyens et je m'assurerai qu'il aura les moyens pour travailler. Le préfet a ramené le calme dans les esprits. Le maire a promis aux riverains un nouveau plateau sportif. Ils n'auront qu'à traverser la rue, mais ils devront patienter le temps d'élaborer le projet. Les projets pour pouvoir installer ces cimetières, ce stade ici, eh bien, ont été proposés à la population. Et ce sont eux-mêmes qui ont choisi que ce soit installé ici. Si nous ne l'avons pas encore fait, c'est tout simplement, vous voyez, parce que monsieur le préfet expliquait qu'il y avait un certain nombre de difficultés qu'il fallait aplanir. Maintenant qu'avec son aide, nous allons pouvoir les aplanir, nous allons pouvoir mettre en chantier ce terrain de football, avec les annexes qui sont prévues, le terrain de volley-ball et aussi la maison de quartier. Bien qu'il n'était pas convié à cette visite, le représentant des habitants de la cité Arc-en-Ciel s'est dit satisfait des propositions faites. Nous sortons satisfaits parce que à partir de là, nous savons concrètement que nous avons un projet viable. Ce n'est pas nous vendre des rêves et comme la dernière réunion que nous étions sortis, on va dire, sans aucune réponse définie. On n'a jamais été contre le cimetière. On a été contre l'emplacement initial en sachant que c'est un lieu de vie, le terrain de football. Alors c'est le seul pour l'instant qu'on a dans la cité. Alors c'était inimaginable de ne plus l'avoir. Dans les prochains jours, une réunion de conciliation entre le maire, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les riverains devrait se tenir. Le procureur de la République dresse le bilan. Éric Vaillant a réuni les médias cet après-midi pour faire le point sur les récents faits divers. L'occasion aussi de dresser un premier bilan après 8 mois d'exercice en Guyane et de tirer des conclusions notamment sur la circulation des armes en Guyane, encore trop importante. Nous l'écoutons au micro de Xavier Paul Lepelletier. Il y a un haut niveau de violence en Guyane.
Nous avons déploré 40 homicides en 2015 et nous sommes déjà à 10 depuis le début de l'année. Donc on peut penser qu'en 2016, on aura le même niveau d'homicides, malheureusement, qu'en 2015. Actuellement, tout le monde peut acheter facilement, en produisant une carte d'identité, une arme et la revendre à qui il veut. Si on limitait l'achat d'armes aux seuls chasseurs, on pourrait donc limiter la quantité d'armes en circulation. Je pense que ce serait une bonne mesure. Le Brésil a une législation stricte sur les armes de chasse. Le Suriname a la même législation stricte sur les armes de chasse, ce qui fait que les Brésiliens et les Surinamais viennent acheter des armes en Guyane et on en exporte dans leur pays. Alors, certes, les armes de poing, elles, viennent du Brésil et elles continueront à entrer. Alors, ce n'est pas une baguette magique, ce ne sera pas cette mesure qui fera baisser de façon absolue et qui réduira à zéro le nombre d'homicides en Guyane, bien sûr que non. Mais je pense que c'est un outil dont il ne faut pas se priver. Et je pense qu'il y a un débat à lancer sur ce sujet actuellement. Après la coupure record qui a plongé 58 000 foyers guyanais dans le noir jeudi dernier, Gabriel Serville réagit. Le député interpelle le directeur d'EDF Guyane dans un courrier en date d'hier. Il fait part de ses inquiétudes quant aux capacités de l'opérateur dans le département et souligne notamment la fragilité du réseau ainsi que l'urgence de doter la Guyane d'infrastructures adéquates. On l'écoute. Lorsqu'on a une installation aussi sensible dont on connaît la pertinence et dont on connaît l'utilisation, on sait que ça sert à desservir 58 000 foyers. Je pense qu'on devrait tout mettre en œuvre pour protéger l'installation et faire en sorte qu'elle ne soit pas soumise à des aléas aussi futiles que cette histoire d'iguanes et de lézards qui seraient venus, etc., etc. Et donc j'ai fini par me dire que certainement je ne connaissais pas la vérité, au même titre que les autres habitants de la Guyane, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'envoyer ce courrier à monsieur le directeur de EDF pour qu'une explication nous soit donnée sur les raisons techniques qui ont poussé à ce résultat-là. Mon souci, ce n'est pas de faire de l'investigation pour déranger, c'est simplement que nous faisons beaucoup d'interventions, nous les grands élus, auprès des membres du gouvernement pour que le cas de la Guyane soit mieux entendu, que nos questions puissent trouver des réponses adaptées. Et donc on ne peut pas trouver les bonnes réponses si on n'arrive pas à circonscrire ce que sont les bonnes problématiques et les bons problèmes. Donc simplement, s'il s'agit de l'iguane, je pense et j'espère que tout sera mis en œuvre pour que dorénavant ces installations sensibles soient mieux protégées. Maintenant, s'il s'agit d'un autre problème d'ordre technique, je crois qu'il aurait été bien que nous en soyons informés de manière à ce que, dans une démarche pertinente et organisée, on puisse se retourner en direction de ceux qui ont la solution. Un chiffre à présent, 588 kilos de cocaïne saisis par les douaniers le 4 mai dernier sur un voilier au large de la Guadeloupe. À son bord, un couple d'Italiens et leurs marchandises. La drogue ainsi que les trafiquants présumés ont été amenés à Fort-de-France. Ce matin, le Centre interministériel de formation anti-drogue a convoqué les médias pour apporter davantage d'informations sur cette intervention. Guy Raphaël René. En provenance de la Colombie, l'Aldabra avait mis le cap sur l'Italie quand il a été intercepté le 4 mai au large de la Guadeloupe. 2 jours plus tôt, les services de l'État avaient déjà été alertés à propos d'un transport d'une importante quantité de stupéfiants en provenance d'Amérique du Sud. À partir de ce renseignement, on savait qu'à bord de ce voilier, il y avait une présomption forte de transport de cocaïne. On a monté une opération. On a choisi les moyens de la douane, ça aurait pu être la marine, mais on a choisi les moyens de la douane qui étaient totalement adaptés à cette opération. Et l'interception s'est conduite à une 50aine de milles à l'ouest de la Guadeloupe avec 2 vedettes et un hélicoptère. Une opération qui s'est effectuée grâce à une large concertation entre les différents services de l'État, mais aussi grâce à la coopération internationale. 9 fois sur 10 sont des opérations qui sont finalement, qui mettent en cause des acteurs de différentes nationalités. Donc là, en l'occurrence, le navire, le voilier, battait un pavillon de Sint Maartens, la partie hollandaise donc de Saint-Martin. Donc il a fallu rechercher les accords diplomatiques auprès de ces autorités pour faire un contrôle à bord, qu'on a eu très rapidement. Voilà, donc on est bien dans quelque chose d'international. Et j'irai même plus loin, même dans l'obtention du renseignement, ce sont des processus qui sont très multinationaux. Voilà.
La cargaison de 588 kilos de cocaïne et un couple d'Italiens, un homme de 47 ans et une femme de 39, ont été remis à l'antenne OCR10 afin de poursuivre la phase judiciaire de l'opération. Ces deux individus ont été hier après-midi, donc le 9 mai, présentés à la section anti-criminalité organisée du parquet de Fort-de-France, puis à un juge d'instruction spécialisé et placés en détention provisoire pour trafic de stupéfiants en bande organisée. Et du coup, ça veut dire qu'ils seront jugés ici et pas en Italie? A priori, sauf si l'Italie venait à réclamer leur remise parce qu'ils auraient une enquête en cours. Pour l'instant, cette enquête, elle est chez nous, elle a été ouverte chez nous. Depuis le début de l'année 2016, au total, 3300 kilos de drogue, dont 825 de cocaïne et 2500 de cannabis ont été saisis dans le cadre de 9 opérations similaires. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons les épreuves du bac en langue vivante cette année. Ils ont démarré hier à Félix-Éboué. Nous avons rencontré aujourd'hui des étudiants. Et puis nous nous intéresserons aux conséquences de la disparition annoncée des sacs plastiques avec l'exemple d'une entreprise guadeloupéenne qui risque bien d'en pâtir. Mais avant cela, prenons la direction de l'Hexagone en cette journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. François Hollande présidait ce matin la 11e journée nationale de mémoire, une cérémonie qui s'est tenue dans les jardins du Luxembourg à Paris en présence notamment de l'icône de la lutte contre les discriminations, le révérend Jesse Jackson. Le président de la République en a profité de cette occasion pour annoncer la création d'une fondation sur la mémoire de la traite négrière. Yvan Forestier et Éric Dupuis. C'est un président presque en campagne qui s'est présenté au jardin du Luxembourg. Devant de jeunes collégiens, plusieurs membres du gouvernement, des officiels et des personnalités de la société civile, François Hollande a tout d'abord rappelé son engagement sur la cause mémorielle. Comme président de la République, j'ai voulu, depuis 2012, par ma présence, signifier l'attachement que la République porte à cette loi et à cette cérémonie. Puis pour cette dernière commémoration de ce quinquennat, le président a annoncé la création d'une fondation dédiée à la mémoire de l'esclavage. Cette fondation réfléchira avec la mairie de Paris à l'édification d'un mémorial aux esclaves et d'un lieu muséographique. Ce projet était souhaité par plusieurs associations communautaires franciliennes. Pourtant, certains y voient une concurrence directe avec le Memorial Act de Pointe-à-Pitre. J'avais la faiblesse de croire que la Guadeloupe c'était aussi la République et c'est aussi une partie de la nation et que le Memorial Act pouvait tenir lieu de musée national. Mais au-delà de cette annonce, la véritable star du jour c'était Jesse Jackson, le révérend américain ovationné lors de son discours au Luxembourg. L'icône est venue à Paris évoquer les luttes d'inégalité qui se poursuivent 168 ans après l'abolition de l'esclavage en France. Il reste encore des choses à faire. Nous avons été plus longtemps esclaves que libres. Partant de ce principe, c'est à nous que l'on doit quelque chose et non l'inverse. À Paris, 2 sculptures et une stèle rendent hommage aux victimes de l'esclavage. Le seul musée mémoriel dédié de l'Hexagone a été inauguré à Nantes en 2012. Retour chez nous, je vous le disais, les terminales du lycée Félix-Éboué étaient en épreuve du bac aujourd'hui pour la partie orale de leur examen de 2e langue vivante. Sur les 4 thèmes étudiés au cours de l'année, seul un est tiré au sort pour chacun. La seule possibilité de démontrer sa maîtrise de la langue, une épreuve qui comptera d'ailleurs à 50% sur la note globale en la matière. Xavier Paul Lepelletier. Entériné il y a 4 ans, la réforme des épreuves du bac en LV2 se déroule désormais en 3 étapes, 2 orales et 1 écrite. Ce matin au lycée Félix-Éboué, c'est le dernier volet des oraux avec l'épreuve d'expression. Je viens de passer l'épreuve de bac d'anglais en oral. Je me suis préparée quelques semaines en avance. Mon sujet était lieu et forme du pouvoir. Ça parlait sur les sorcières aux États-Unis. Au XXe siècle. C'est plutôt. J'ai pas forcément voulu ce thème-là, mais ça allait. Je me suis assez bien débrouillée. Par exemple, on doit parler du pouvoir, les lieux, les formes de pouvoir,
l'espace et échange entre les pays, par exemple la notion de progrès, et puis les mythes et les héros. Donc il tire au sort. Si les notes ne seront connues qu'au terme de l'ensemble des épreuves du bac, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de mauvaise surprise ce matin. J'ai trouvé que même ceux qui sont les plus en difficulté ont travaillé, c'est-à-dire que personne n'a vraiment pris cette épreuve, disons, à la légère. Et je trouve qu'ils ont plus de difficultés, bien sûr, sur la partie de réaction aux questions, parce que c'est plus spontané. Donc là, on voit vraiment la différence entre les très bons et puis ceux qui ont des difficultés. Mais pour la partie qui est à préparer, je trouve qu'ils ont tous été à des degrés plus ou moins moindres, à des degrés plus ou moins hauts de réussite. Ils ont tous été vraiment, quand même, j'étais surpris, je dois dire, du travail et du sérieux de la préparation. Je souhaite que ça continue, bien sûr, et surtout qu'ils puissent avoir à l'écrit quelque chose qui ne soit pas trop difficile, parce que précisément en anglais, on a souvent des sujets qui sont très difficiles, un peu trop difficiles à mon goût, mais ce n'est que mon opinion. Si ces épreuves orales sont désormais achevées au lycée Félix Éboué, elles se poursuivent ailleurs en Guyane selon des calendriers propres à chaque établissement. Le seul élève à étudier le chinois par correspondance passera lui fin juin. Direction la Guadeloupe, à présent où plusieurs emplois sont menacés, conséquence du décret interdisant l'utilisation des sacs plastiques à usage unique à compter du 1er juillet prochain. L'entreprise Jarry Plastique devra réduire son activité d'au moins 30%. Un coup dur pour le directeur de la structure qui en appelle au soutien des élus locaux. Reportage Bénédicte Jourdier. À l'arrêt, cette machine quittera bientôt les locaux de l'entreprise Jarry Plastique, puisqu'elle servait à fabriquer les sacs à usage unique de sortie de caisse, interdits en juillet prochain. C'est une machine qui, en termes d'investissement, représente plus de 500 000 €. Mais voilà, elle est vieillissante, d'accord, mais c'est comme si je prenais 300 000 € aujourd'hui que je jetais à la poubelle parce que je n'ai plus de commande pour cette machine. Voilà ce que j'appelle les dégâts collatéraux que personne n'est préoccupé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis amer. Amer de subir ce décret de loi sur l'interdiction des sacs de caisse d'une épaisseur inférieure à 50 microns, qu'ils soient gratuits ou payants, y compris les sacs biodégradables. Une production qui représentait 30% de son activité globale. Aujourd'hui, on veut nous plonger la tête en dessous de l'eau, mais on va résister, puisque nous voulons défendre les 15 emplois que nous avons ici. Vous savez, nous sommes sur une île, ce n'est pas facile. Quand vous avez des employés qui ont plus de 30 ans de maison, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont 50 ans, ils sont trop vieux pour faire une formation, pas assez vieux pour la retraite. Un coup dur pour cette entreprise qui avait dû licencier la moitié de son personnel en 2009 après la fin de la distribution gratuite des sacs dans les grandes surfaces. Aujourd'hui, le directeur de l'entreprise sollicite les maires pour soutenir ces emplois en consommant localement. Je demande donc aux maires de Guadeloupe qui utilisent des sacs poubelles, qui les achètent importés de Chine, puisque la seule unité de production qu'il y a ici, c'est nous. Je leur demande simplement de prendre conscience que les gens qui fabriquent les sacs poubelles chez nous, ce sont des Guadeloupéens et qui ont passé leur vie à la fabrication dans cette usine. Je leur demande simplement de m'aider à maintenir leur emploi. Autre alternative, développer le sac en papier et le biosourcé. Mais Gaëtan Oujagir reste en colère, il parle d'injustice et ne comprend pas ce décret quand de nombreux autres emballages sont encore tolérés. Nous produisions des sacs plastiques. Ok, ça pollue et je vous ai dit, nous voulons être propres aussi. Seulement, quand il y a quelques sacs, et je reprends mon terme, où 2 ou 3 tortues se sont suicidées, eh bien, je prends conscience de ça. Comme d'autres, le gouvernement en a pris conscience, mais seulement, il faut me dire qu'est-ce qu'on va faire des emballages de cosmétiques, tout ce qui est shampoing et autres. Parce que quand on regarde en volume, eh bien, le sac plastique que je fabrique, c'est minime. Minime. Autrement, les sacs qui polluent, ils viennent de Chine et d'ailleurs, mais il faut qu'on arrête de pointer Jarry Plastique comme étant le pollueur numéro 1. C'est pas vrai. Nous représentons, il faut que la Guadeloupe le sache, que 20% du marché du sac plastique de Guadeloupe. En 2020, c'est tous ces ustensiles jetables qui seront interdits et que Jarry Plastique ne pourra plus vendre. Nous terminons cette édition en musique à la 14e édition du Lamentin Jazz Project qui a démarré dimanche dernier. En plus de divers stands d'artisanat, de nombreux artistes ont assuré le show. Voyez plutôt cette ambiance captée par Guy Raphaël René.
Ainsi s'achève votre journal ce soir. Avant de se quitter, le rappel des titres. Il y aura bien un cimetière, mais il y aura aussi un terrain de sport et une aire de jeu. C'est la réponse apportée par le préfet aux habitants de la cité Arc-en-Ciel à Remire-Montjoly ce matin. Martin Gégère s'est rendu sur les lieux. Encore trop d'armes en circulation sur notre territoire, devenu même central dans le marché régional. Le procureur de la République a tenu cet après-midi une conférence de presse pour revenir sur les récents faits divers et rappeler l'importance de la lutte contre ces armes. Enfin, les actions sont nombreuses aujourd'hui sur le plan national pour commémorer l'abolition de l'esclavage. François Hollande a présidé ce matin la 11e journée nationale de mémoire dans les jardins du Luxembourg à Paris en présence du révérend Jesse Jackson. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. On se retrouve demain soir. Bonne soirée.